Ah ouais, ouais. Anniversaire, à l'anniversaire de la Libération et un de la première attaque allemande, on va dire, sur la île Maginot, il y a 85 ans en arrière. La cérémonie de cette année, comme les précédentes, rend hommage aux prisonniers morts dans ce camp au Ban-Saint-Jean. Nous rendons hommage également à tous les combattants qui ont souffert dans les horreurs de la guerre, blessés, handicapés, gazés. Aujourd'hui, la guerre fait toujours rage. Les guerres du passé ne servent pas de leçon. On tue toujours. Cette année, malgré tout, marquera la fin des hostilités, donc pour 1945. 80 années sont passées. Nous n'oublions pas. Je vous remercie pour votre dévouement à tous, pour votre participation à la mémoire, non seulement à tous les soviétiques des différents pays, frères d'armes, décédés au Ban-Saint-Jean de 1941 à 1944. Ici, comme dans tous les camps de prisonniers, la survie était identique, les maladies, les mauvais traitements, la faim, la soif. Beaucoup sont décédés encore après la libération. Une pensée sera également pour eux. De nos jours, les guerres, les tremblements de terre, les tempêtes, les maladies, les accidents, notre devoir de mémoire est important pour toutes les victimes, quelle que soit leur nationalité. Ils revivent par notre pensée et ne seront jamais oubliés par nos actions patriotiques, quels que soient les événements. Dans ce cadre des 80 ans, la libération par nos alliés en Normandie, en Provence, marquera la fin de la guerre. Beaucoup d'Américains perdront la vie, ainsi que beaucoup d'alliés de toutes nationalités, la plupart dans tous les secteurs, ici pour la 95e. Notre pensée leur rend hommage, les cimetières dans toute l'Europe et à l'étranger, pour que nous ne devons pas oublier. Le temps n'effacera pas leur action, ni la gloire de tous ces soldats. Le cimetière de Saint-Avold est le plus grand cimetière européen de la Seconde Guerre mondiale. 10 482 tombes, c'est un témoin des combats où la plupart des personnes inhumées perdirent la vie au cours des traversées de la Moselle et du Rhin lors de la libération. Alors, au 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. Ce n'est pas pour autant que la guerre est finie. Le Japon combat toujours la barbarie dont l'homme est capable de faire, avec une intensité forte de destruction. Tous les bombardiers chargés de bombes nucléaires du 6 et 9 août 1945 explosent. Le Japon capitule. Combien de morts et les conséquences après les bombes? À l'heure actuelle, nous-mêmes ne sommes pas à l'abri de rien. Ce qui fait de la folie d'un homme plus de 50 millions de morts, personnes civiles et militaires tuées donc dans le monde de 1939 à 1945. Le hasard a fait qu'aujourd'hui, nous sommes à 22 juin, et bien il y a 85 ans, à 22 juin également, les Allemands attaquent le secteur fortifié de Boulay en force. Malgré l'armistice signé, la île Maginot se défend toujours avec fureur. Beaucoup de petits ouvrages sont abandonnés, les plus gros tiennent bon, les soldats allemands subissent beaucoup de pertes. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais juste un petit rappel aux souvenirs oubliés. Malheureusement, le sort en est jeté, Paris est tombé, Lyon va suivre, les Allemands avaient contourné la île Maginot. Ce 22 juin 1940, 85 ans sont écoulés. L'armistice signé le 30 juin 1940, l'ordre de reddition est proclamé. Beaucoup d'ouvrages s'assemblent au 25 juin à 0h35. L'entrée en vigueur était de cesser le feu sur l'ensemble du front. Toujours invaincu, au 4 juillet, l'ordre de reddition est apporté. Début juillet, les ouvrages se rendent, plus de 20 000 hommes vont partir en captivité. La île Maginot avait accompli sa fonction. L'attaque frontale n'a pas eu lieu. L'ennemi l'a contourné. Le but de l'île Maginot était de retarder l'ennemi pour rassembler nos soldats. La plupart étaient des conscrits. Le petit avion que vous venez de voir passer fait partie de la cérémonie. Alors vous aurez une loterie tout à l'heure quand vous viendrez pour boire l'apéritif. Donc cette loterie-là vous permettra certainement de gagner un lot, donc un tour en avion, donc à baptême de l'air. La île Maginot, donc, malgré tout, va continuer à servir.
Elle, à ce jour, elle fait 2 barrages de frontières et a obligé l'ennemi à la contourner par la Hollande et la Belgique. Dans un deuxième temps, pour l'Allemagne, pour son industrie, pour mettre à l'abri leurs usines des bombes alliées. Beaucoup de prisonniers russes, soviétiques, travaillent, donc, parce qu'on va dire que c'est soviétique, dans ce temps 40, 41, jusqu'à 45. Donc ceux qui sont décédés, beaucoup ici, ont travaillé dans ces ouvrages. Et beaucoup sont décédés à partir de là. Dans un troisième temps, donc dans les années 1950 et plus, en cas de guerre froide, l'armée répare et entretient. Dans les années 1960 à 70, c'est l'OTAN et le génie militaire qui reprend et continue à entretenir, mais finissent par décider d'arrêter les prêts. C'est la force nucléaire qui est de priorité. En 1980, mis à part quelques ouvrages, la île Maginot est abandonnée. Les passionnés prennent en charge certains ouvrages. Je crois, moi, personnellement, que l'île Maginot ne doit plus être abandonnée ni oubliée. Cette frontière si durement gagnée en 1914 et 1918 constitue à elle seule un témoignage militaire, au même titre que les châteaux forts et citadelles. Ici au Banc-Saint-Jean, c'est un intérêt double. Les casernements Maginot et son histoire de camp de prisonniers, nous trouvons un charnier très important qui contribue à ce défi. C'est une preuve de plus pour sauvegarder la mémoire de votre présence et en est une preuve vivante, alors qu'aujourd'hui les derniers témoins disparaissent. Il est important, plus que jamais, de préserver le souvenir comme hommage aux victimes, mais qu'un rappel constant de la haine et de l'indifférence envers les autres face à la souffrance d'autrui. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, merci de votre invitation. D'ailleurs, je tiens à remercier en même temps les présidents, vos prédécesseurs, si vous me le permettez, avec qui j'ai pu venir déjà faire connaissance de ce camp dont j'ignorais totalement l'existence. Moi, originaire de Niederwies, un village dans lequel je passe depuis pas loin de 70 ans, j'en ignorais l'existence et je trouve ça absolument incroyable. Donc, je tiens à remercier les divers présidents absolument éminents et présents qui représentera sans doute le socle de notre avenir et de la paix. Monsieur le Président, vous parliez de mémoire. Autorisez-moi juste un petit différend avec vous. Ma grande amie Simone Veil parlait de l'horreur du devoir de mémoire. Et je préfère, moi, ce devoir qui ressemble à une injonction à laquelle personne n'est soumis réellement, je préfère l'obligation plutôt, la nécessité impérieuse et surtout représenter un futur qui doit être un futur de paix. Vous savez, Monsieur le Président, chers amis ici présents, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, ce qui constitue aujourd'hui le socle de notre communauté, je parle de la communauté intellectuelle, spirituelle, philosophique, eh bien c'est la douleur. La douleur du peuple que je représente, puisque je représente ici le grand rabbin de Metz et de la Moselle, je représente également le consistoire auquel je suis élu, et le consistoire de la Moselle est un consistoire qui a beaucoup été présent, qui est d'ailleurs encore présent dans le coin, puisqu'il y avait de nombreux juifs dans toutes les communes de la région, et également de nombreuses synagogues, dévastées et par la terreur allemande. Monsieur, vous parliez du camp du camp qu'on appelle, que j'ai appris savoir être le camp de la faim et le camp de la faim. Tout le monde aura compris dans quelles orthographes se situe cette horreur, et je pense qu'aujourd'hui, le vecteur commun, celui que nous partageons tous, c'est celui de l'horreur, celui de la douleur et celui de l'infinie hégémonie d'une folie nazie à vouloir dominer le monde. Aucun homme n'a le devoir ni le pouvoir de dominer le monde. Il n'y en a qu'un seul, si les croyants veulent l'admettre, mais je respecterai ceux qui ne le sont pas, c'est le Tout-Puissant, l'architecte du grand bâtiment mondial. Nous avons ici à honorer des milliers de gens qui sont enterrés ici et là, sans doute peut-être dans des charniers d'ailleurs. J'ai beaucoup apprécié votre discours qui est très didactique et qui surtout m'oblige à venir avec beaucoup d'humilité, de respect pour les soldats, de respect pour les familles et de respect aujourd'hui encore pour une Ukraine malmenée dans laquelle on s'imagine que l'hégémonie de la toute-puissance impériale
du grand empire russe devrait encore exister. Je ne suis pas ici pour faire de la politique, mais on en fait tous les jours de la politique. Quand on dit « je ne vote pas », on fait de la politique. Donc on doit en faire de la politique et d'une façon non pas politicienne. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Je me heurte souvent dans mes propos avec des gens à qui je dis « je suis membre du consistoire et représentant du Grand Rabbin de la Moselle à titre politique ». La politique n'est pas du tout un engagement dans les partis. Ça, c'est une infinie, minimaliste partie de la politique. La politique, c'est la vie de la cité, c'est la vie de la nation. Et c'est le respect des valeurs. Sachez ici que nous avons un devoir non pas laïque, mais un devoir de la République. Parce que là aussi, il y a une sémantique sur laquelle il ne faut pas se tromper. Le devoir républicain, c'est le devoir de la transmission de nos valeurs pour que jamais nous ne puissions nier les horreurs du passé et surtout éviter au maximum qu'elles se reproduisent. Merci à chacun de vous de votre présence. Mesdames et messieurs, et vous tous en vos grades et qualités, je représente ici ce matin, en tant que délégué général pour la Moselle, le Souvenir français. Et j'évoquerai deux sujets en remerciant évidemment l'ensemble des participants, que ce soit les JSP, que ce soit les jeunes engagés au niveau de la mémoire, que ce soit l'harmonie de Cochrane, les porte-drapeaux, et j'espère ne pas avoir oublié, bien entendu, les GIs. C'est porcelette, pardon messieurs. Ce matin, j'évoquerai deux sujets qui hantent ces lieux, le camp de prisonniers de guerre et bien sûr le lieu de détention de sinistre mémoire des prisonniers soviétiques et ukrainiens victimes du régime nazi. Cette année, le Souvenir français va commémorer la libération des prisonniers de guerre. Une exposition de qualité exceptionnelle, je l'ai visitée hier, sera inaugurée mercredi 25 juin à Metz à 14h30 à la Maison de la Mémoire régionale du Grand Est, place de France. J'invite le maximum de personnes à être des nôtres. Cette exposition sera consacrée aux prisonniers de guerre. Mais un focus singulier sera fait sur ce camp de prisonniers de guerre, conçu pour accueillir les blessés du front, en retrait de la ligne Maginot, qui d'ailleurs fut inauguré ici, ce camp, par le président Albert Lebrun, est prévu pour fournir des troupes aux différents forts de cette ligne Maginot. Mais la défaite française de 1940 va changer son destin et le placer sous le joug de l'Allemagne nazie. Ce camp devient ainsi un camp de détention de 1941 à 1944 pour les militaires français prisonniers de guerre. C'est ainsi que le sergent François Mitterrand, futur président de la République, après 2 évasions manquées en Allemagne, s'y est retrouvé durant quelques jours avant de s'évader via Boulay, Metz, Nancy et la France libre. Je salue en ce moment le rôle des résistants et passeurs de ce secteur, dont René Antoine, puis le réseau de résistance de Sœur Hélène à Metz, qui ont contribué à faire réussir cette 3e évasion. D'ailleurs, permettez-moi de relire la lettre que François Mitterrand m'a adressée personnellement en 1991 en tant que député maire de Moyèvre-Grande pour saluer et remercier René Antoine.
Monsieur le député, je remercie d'avoir eu l'aimable attention de m'adresser l'article de presse consacré à M. René Antoine, qui a permis l'évasion de nombreux prisonniers de guerre, parmi lesquels je me trouvais. Croyez en effet que les souvenirs et les figures de ces temps-là restent très présents à ma mémoire. C'est pourquoi je me saurai gré de bien vouloir redire à M. Antoine ma fidèle reconnaissance et de saluer en lui le courageux passeur de Volmerange-les-Boulets. Vous savez, monsieur le député, l'assurance de mes meilleurs sentiments, François Mitterrand. Considérés comme des sous-hommes, Untermenschen, dans le langage allemand, par le Troisième Reich, sont ciblés pour être voués à l'extermination. Mais subitement, le régime nazi, contraint par des difficultés économiques, se ravise, je le dirais un peu. Il décide d'envoyer cette main-d'œuvre slave bon marché, soviétique et ukrainienne, pour exploiter le charbon et le fer en Moselle, région, je le rappelle, annexée pour la deuxième fois après la première annexion, 1870-1918. Ce sont des milliers de prisonniers qui vont arriver. On estime à 300 000 le nombre de prisonniers soviétiques et principalement ukrainiens y avoir séjourné, souffert des pires conditions de traitement, morts d'épuisement, de faim ou de maladie. 204 fosses communes, dont certaines sont sous nos pieds, ont été mises à jour, concentrant 120 victimes estimées par fosse. Lorsqu'on découvre ce lieu, certes, le silence, encore aujourd'hui, l'envahit, mais l'atmosphère qui y règne reste lourde et pesante. D'ailleurs, les ruines des habitations abandonnées par l'armée française juste à côté complètent ce ressentiment. Je salue ce matin devant vous le travail de mémoire, d'une mémoire vivante qu'entretient l'AFU, l'association franco-ukrainienne, contre les crimes de guerre perpétrés ici, partout en Europe, par l'Allemagne nazie, et l'importance d'honorer par cette stèle le souvenir des victimes, victimes d'un massacre organisé. Je rappelle que 2879 corps ont été exhumés de ce lieu il y a déjà plusieurs décennies, extraits des charniers qui le composent et ensevelis dans un cimetière soviétique de Noyer, Saint-Martin, dans l'Oise. Il me semble, mesdames et messieurs, au nom du souvenir français, d'insister en cet instant sur les conditions de détention des prisonniers soviétiques et ukrainiens arrivés dans des wagons à bestiaux, privés d'alimentation, faisant d'eux des morts vivants, selon les témoignages des habitants du secteur, avant d'être affectés dans des commandos de travail forcés, aussi durs à supporter que le furent les commandos, bien des commandos des camps de concentration, avec en permanence la promiscuité, l'absence de soins, le manque de nourriture et d'eau, générant maladies et épidémies. Étrange, oui, étrange, de découvrir cela lorsque cette main-d'œuvre devait initialement être utilisée par l'occupant dans les mines à extraire du charbon. En fait, le banc Saint-Martin fut un bagne, oui, un bagne à ciel ouvert. C'est pourquoi l'AFU, bien sûr, le souvenir français avec elle, se sont opposés à la création sur ces lieux de souffrance et de mémoire, il y a quelques années déjà, d'abord d'une usine d'incinération, puis d'éoliennes, en l'emplacement même des fosses communes, dernière sépulture
de ces martyrs du nazisme. Nous avons tenu bon pour éviter que ces sépultures soient outragées pour raisons seulement économiques. Un accord entre tous les partenaires a pu être trouvé et avec la mairie de Dantin, et c'est un bien, je le dis à haute voix. Avant d'en terminer, permettez-moi de rappeler qu'aujourd'hui, l'actualité mondiale nous oblige cruellement à considérer que le monde est devenu une poudrière. De Gaza à Téhéran, de la Palestine à l'Ukraine, les populations souffrent et sont victimes des politiques expansionnistes de leurs voisins, décidés à s'approprier des territoires qui ne sont pas les leurs, qu'ici reposent quelques milliers d'Ukrainiens. Ayons le courage et la force de condamner la guerre d'annexion et d'occupation que mène le président de la Russie, Poutine. L'Ukraine, comme la Palestine ou l'Iran, l'Ukraine vit aujourd'hui sous les bombes russes. Une situation identique, j'appelle à vos mémoires, identique à celle que la Moselle a connue avec l'Alsace par son annexion il y a plus de 80 ans déjà, par l'Allemagne fasciste et nazie. Le peuple ukrainien en est aujourd'hui la victime. Ne nous trompons pas de cible. Ici, au banc Saint-Jean, les nazis ont exterminé des milliers de soviétiques et d'Ukrainiens, victimes de la barbarie et de l'expansionnisme germanique nationaliste du Troisième Reich. Ne laissons pas le dictateur du Kremlin masquer sa volonté de reconstitution de l'ancien empire soviétique en annexant les terres ukrainiennes sous le fallacieux prétexte de dénazifier l'Ukraine. Pensez donc. Lui, chez qui aucune liberté, aucune opposition n'est possible, sinon d'être anéanti par l'empoisonnement ou le bagne. En mémoire des victimes ukrainiennes, du fascisme et du nazisme, j'ai jugé utile, au nom du souvenir français, défenseur des valeurs de la République et de la paix, d'apporter ces précisions. Vive la République et vive la France! Moi, je vais citer un poème sur la paix. En même temps que les soldats français, américains, soviétiques, allemands se donnaient la main. Il va tous se donner la main pour le signe de la paix. Si tu crois qu'un sourire est plus qu'une arme, si tu crois à la puissance d'une main offerte, si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que ce qui les divise, si tu crois qu'être différent est une richesse et non pas un danger, si tu sais regarder l'autre avec un brin d'amour, si tu sais préférer l'espérance au soupçon, si tu estimes que c'est à toi de faire le premier pas plutôt qu'à l'autre, si le regard d'un enfant parvient encore à désarmer ton cœur, si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, si l'injustice qui frappe les autres te révolte autant que celle que tu subis, si pour toi l'étranger est un frère qui t'est proposé, si tu sais accepter qu'un autre te rende service, si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau de ton cœur,
si tu crois qu'un pardon va plus loin qu'une vengeance, si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur allégresse, si tu peux écouter le malheur qui te fait perdre ton temps et lui garder le sourire, si tu sais accepter la critique et en faire ton profit sans la renvoyer et te défendre, si tu sais accueillir et adopter un avis différent du tien, si tu refuses de te battre ta coulpe sur la poitrine des autres, si pour toi l'autre est d'abord un frère, si la colère est pour toi une faiblesse, non une preuve de force, si tu préfères être lésé que de faire tort à quelqu'un, si tu refuses qu'après toi, ce soit le déluge, si tu te ranges du côté du pauvre et de l'opprimé sans te prendre pour un héros, si tu crois que l'amour est la seule force de persuasion, si tu crois que la paix est possible, alors la paix viendra.